Quart d'heure techno. Les ondes de choc du progrès se rapprochent de nous. Mais tout cela, c'est déjà dépassé. Revenge of the Nerds. Les jeux vidéo sont partout. Alors quel est le rapport entre la chanson et la micro-informatique? Je vois pas tellement a priori moi. Car un beau jour, il y a eu la révolution. Amiga 500. Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. Et on est avec Vincent Duchesne, professeur en génie des systèmes et titulaire de la nouvelle chaire de recherche industrielle en robotique collaborative. Merci de me recevoir à l'ETS, l'École des technologies supérieures. C'est un plaisir. Dis-moi, robotique collaborative, ça mange quoi en hiver? Comment on peut le définir? La robotique collaborative, c'est une nouvelle branche de la robotique qui est apparue dans l'industrie au tournant des années 2010-2012. C'est quelque chose qui découle directement d'un mouvement qu'il y a eu dans la recherche dans les années 2000 qui visait à amener les robots et les humains à partager le même espace de travail. Si on regarde les robots, les premiers robots sont apparus dans les usines de GM au début des années 60. Puis si on prend ces robots-là et on les compare aux robots du début des années 2000, les nouveaux robots sont certes un peu plus rapides, un peu plus puissants, moins dispendieux, mais essentiellement, ils n'ont pas vraiment changé. Donc, ils sont encore complètement aveugles, pas intelligents, ce qui fait qu'on doit les mettre dans des cages. Donc, ils ne peuvent pas partager le même espace de travail que l'humain. Il y a un aspect sécurité à ça. Les robots collaboratifs sont beaucoup plus sécuritaires. Ils vont avoir, par exemple, pas d'arrêt de vivre pour qu'en cas de collision, ils vont avoir un peu plus de capteurs qui sont capables de détecter que le robot est en collision avec quelque chose, mais aussi, au-delà de l'aspect sécurité, ils vont être beaucoup plus simples à opérer, beaucoup plus simples à programmer. Puis c'est là, en fait, une des grosses innovations des robots collaboratifs, au-delà de l'aspect sécurité, c'est leur facilité d'utilisation qui fait en sorte que on n'a pas besoin d'avoir une expertise en robotique pour pouvoir les utiliser. C'est-à-dire qu'une PME, maintenant, s'il n'a pas d'ingénieur en robotique dans ses murs, peut quand même acheter un robot. Ce qui était auparavant pratiquement impossible, ou sinon beaucoup plus dispendieux, puisqu'un robot conventionnel, on devait additionner souvent 3 à 4 fois le prix du robot, des fois même plus, pour l'intégration du robot, la programmation, la construction de la cellule. Donc maintenant, c'est un robot qu'on rentre directement dans la zone de travail humaine et qui est capable d'être programmé avec une formation de 1 heure ou un peu plus, facilement par n'importe qui dans l'environnement de travail. Donc, vous allez étudier quoi exactement? Quelle espèce de problème vous allez vouloir régler, là? En fait, ce que je dis, robot collaboratif, ça semble beau, c'est définitivement beau, puis on voit que c'est quelque chose qui est en forte croissance dans l'industrie, mais la réalité sur le plancher, c'est que les robots collaboratifs sont encore capables de faire très peu de tâches. C'est-à-dire on a attaqué encore uniquement la pointe de l'iceberg. Le type de tâches dans lesquelles sont beaucoup utilisées, c'est les tâches qu'on appelle en anglais pick and place, ou si vous préférez prendre et déposer. C'est-à-dire où est-ce qu'ils vont remplacer l'humain souvent dans une tâche où est-ce que l'humain servait uniquement à prendre une pièce et à la relâcher à un endroit. Un des exemples, qui est probablement la première application qui a connu le plus gros succès, c'est dans le domaine du manufacturing, dans le domaine de l'usinage, où est-ce que le robot remplace l'humain qui prenait une pièce brute et la rentrait dans la machine, et ensuite, lorsque la pièce est terminée, la prenait et la remettait dans un bac. Donc, travail un peu plate, mais relativement simple. Donc, il reste encore beaucoup à faire, notamment parce que le milieu des PME qui sont intéressés par ce type de robotique-là a des tâches beaucoup plus changeantes et complexes. Donc, on va parler souvent d'assemblage et de l'assemblage qu'on peut penser à réaliser un bloc Lego, là. Donc, demande de rentrer beaucoup de pièces une dans l'autre, insérer, visser. Donc, c'est des choses encore que les robots sont pas capables de faire. Un autre scénario sur lequel on veut travailler aussi, c'est dans le cadre d'une PME, comme je disais, c'est souvent une production changeante, donc il y a souvent un lot de pièces énorme. Donc le robot, plutôt que de travailler comme chez General Motors, à prendre toujours la même pièce, va devoir travailler avec 50-100 pièces différentes, ce qui demande quand même des progrès au niveau de la manipulation.
Ça demande des progrès, j'imagine, au niveau logiciel, mais au niveau physique aussi. Ça va prendre des robots qui ont une plus grande capacité, justement, de préhension, mais aussi des logiciels qui vont faire en sorte qu'ils reconnaissent ces différentes pièces-là. Oui, exactement. En fait, c'est pas juste un problème logiciel, c'est vraiment au niveau de toute la chaîne. Cette chaire de recherche-là, on travaille avec la compagnie Robotique, qui est basée dans la région de Québec, qui est un des leaders dans la robotique collaborative et fait beaucoup de composantes ou des morceaux de robots, comme dans le temps des céphalopopettes. Un morceau de robot de chaque côté, je crois qu'on voulait donner des morceaux de robot à tout le monde. Donc, et probablement un leader dans le domaine des mains. Donc, fait déjà des mains relativement agiles. Nous, au niveau de la chaire, ce qu'on travaille, c'est vraiment la création, d'une part, de nouveaux capteurs. Donc, donner des nouveaux sens au robot, notamment le sens du toucher. Et aussi à utiliser celui-ci pour rendre plus simple la création de tâches. Donc, d'un aspect plus logiciel, intelligence artificielle, pour apprendre au robot à mieux comprendre ce qu'il prend dans ses mains et la tâche qu'il doit réaliser avec. Donc, en restauration rapide, par exemple, là, est-ce qu'on peut penser que c'est un robot un jour qui va prendre le verre, le déposer en dessous de la fontaine, faire couler la bonne quantité de liqueur, puis me l'offrir? Oui, effectivement. En fait, souvent, on pense à la robotique comme des robots qui volent des jobs. Récemment, il y avait le Parti vert via Madame May qui a proposé de mettre une taxe sur les robots si elle était élue pour compenser les jobs perdus. La réalité, c'est que dans ce scénario-là, on pense aux méchants entrepreneurs, propriétaires d'usines qui veulent faire plus d'argent, donc en utilisant les robots. Naturellement, lorsqu'on déploie un robot, l'aspect financier, il faut que ça fasse du sens, mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est que la réalité, la raison première pourquoi que les gens s'automatisent, c'est parce que c'est des tâches qui sont pas capables de garder leur personnel parce que la tâche est trop ennuyante, ou c'est des tâches qui conduisent à beaucoup de blessures, qui ont des risques assez graves. Donc, la plupart du temps, ça prend des contraintes comme ça et c'est toujours pratiquement ce qu'on voit. Et dans ce scénario-là, souvent, on voit que la compagnie, en fait, crée des jobs avec la robotique. Donc, je parlais tantôt de la tâche de remplir une machine-outil. Et c'est pas pour rien que cette première application-là, ça a été la première qui a eu un franc succès. C'est que c'est relativement bien connu dans l'industrie qu'il y a une pénurie de machinistes. Donc, lorsque tu es limité, que même si tu mets des annonces, tu veux recruter, tu n'es pas capable de trouver des machinistes, bien, un des moyens de faire en sorte que ton chiffre d'affaires continue à croître et que tu es capable de continuer à prendre des nouvelles commandes et de grossir, bien, c'est de rendre un peu plus efficace le travail du machiniste. Donc, il y a une compagnie à Québec, notamment APN, qui a acheté 10 robots. Ça fait en sorte qu'elle peut assigner un machiniste à beaucoup plus de machines et le machiniste fait uniquement le travail de haute valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant parce que le machiniste, c'était pas la partie qu'il aimait vraiment de son travail, de surveiller la machine puis de rentrer la pièce, la sortir, la rentrer, la sortir. Donc, maintenant, on lui donne plusieurs machines, s'occupe vraiment de l'aspect au niveau de setuper la machine, de s'assurer que tout va bien, que tout est correct. Donc, dans le cas de APN, APN a eu une croissance de son chiffre d'affaires de 40% dans les années à venir. Donc, peut-être pas créer beaucoup d'emplois de machinistes, mais de toute façon, il était capable d'en recruter, mais créer beaucoup d'autres emplois parallèles dans la firme. Dans cette nouvelle chaire de recherche industrielle en robotique collaborative, vous avez nécessairement travaillé avec d'autres types de professionnels, pas seulement des spécialistes en robotique. Quel genre de chercheurs allez-vous avec lesquels allez-vous collaborer? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir des philosophes, des psychologues, des éthiciens, parce qu'il y a comme une question un peu sensible face à la robotique puis les logiciels, voire l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de questions d'éthique. Je pense, au niveau de la robotique. Particulièrement lorsqu'on parle des véhicules autonomes ou des choses particulièrement qui présentent un danger relativement grand. Je dirais que dans le cadre de cette chaire de recherche-là, on travaille avec des robots qui sont relativement inoffensifs et cet aspect-là est pas vraiment un aspect que nous, on étudie. Mais c'est pas pour autant un aspect à négliger, puisqu'il y a une compagnie, Rethink Robotics, qui avait été démarrée au début de cette vague-là par le fondateur de la compagnie qui fait la balayeuse robotisée. Donc, fier de son succès, elle voulait aller dans cette direction-là. Et leur robot avait un aspect beaucoup plus humain, 2 bras, un visage, des yeux, et il y a quand même l'aspect perception. Cette compagnie-là a fermé. La raison que je vais vous dire,
n'est pas la seule qui explique ça, mais beaucoup de témoignages ont montré que le robot était beaucoup moins bien reçu dans l'environnement de travail. Donc, au lieu de le percevoir comme un outil de productivité qui aidait à améliorer la qualité de l'emploi, c'était plutôt vu réellement comme un voleur de job, c'est-à-dire un robot qui ressemble un peu à un humain qui vient faire une tâche. Donc, c'est sûr que l'aspect éthique, l'aspect aussi psychologique n'est pas à négliger. Par contre, c'est pas nécessairement un point qu'on travaille beaucoup. Par contre, on travaille avec différents chercheurs dans cette chaire-là. Donc, comme je disais, c'est une chaire qui demande des programmes d'intelligence artificielle, en vision artificielle, au niveau de l'interface humain-robot pour faciliter la programmation des robots, mais aussi au niveau du design mécanique et de l'électronique, de la fabrication des capteurs. Dans quel domaine on va voir justement cette espèce de robotique collaborative-là, genre, dans un avenir à court, moyen terme? En fait, ce qui est vraiment intéressant dans cette vague-là, puis c'est pour ça en fait que c'est un marché vraiment en forte croissance, c'est que la facilité de programmation et la sécurité des robots a carrément ouvert la porte à n'importe quelle compagnie d'entrée des robots chez eux. Auparavant, c'était vraiment réservé aux grandes entreprises de manufacture, du secteur manufacturier, alors que maintenant, on retrouve les robots collaboratifs dans tout plein de compagnies. Puis, des exemples de ça, en fait, il y a des compagnies en ce moment qui font des solutions basées avec les robots collaboratifs pour flipper des burgers pour les fast-foods. Il y a d'autres gens qui l'ont utilisé aussi dans la préparation, donc un start-up de Montréal qui travaille avec les robots collaboratifs en ce moment pour faire la préparation des ingrédients dans les restaurants, puisque c'est très difficile, semble-t-il, de recruter des aides cuisiniers. En Espagne, j'ai vu un physiothérapeute qui utilise un robot collaboratif, puisque le robot, tu peux l'enseigner en lui montrant directement la tâche en le prenant par la main, mais le physiothérapeute met dans la main du robot une espèce de boule un peu compliante et vient appliquer des forces et des manipulations sur le dos du patient et ensuite fait replay. Donc, je sais pas si le but c'est d'aller fumer une cigarette après, mais dans tous les cas, ou éviter les tendinites, mais on voit que, que ça explose les applications. Est-ce que vous et moi, lorsqu'on va être dans un foyer pour personnes âgées, est-ce qu'un robot va peut-être venir nous prodiguer des soins de base? Certainement, ça c'est sûr. C'est sûr que le siècle qui s'en vient, c'est le siècle des robots. Le départ a été très lent, mais en ce moment, la capacité de calcul, les technologies de capteurs, en fait, les systèmes embarqués, la communication, tout s'en va dans le cloud. Tout est là technologiquement pour être capable de commencer à faire des robots. Puis c'est sûr que dans les années à venir, les robots collaboratifs, au lieu de simplement des bras collaboratifs, il va y avoir des robots partout. Je crois plus même que dans le futur, on fasse de distinction entre robots et robots collaboratifs. Je crois que tous les robots vont être collaboratifs dans le futur. Et j'ai vu aussi des bras robotisés qui étaient capables d'apprendre et de comprendre un peu la physique dans laquelle on évolue, c'est-à-dire la gravité, la friction, le poids, ce genre de choses-là. Ça va être quoi la place de l'intelligence artificielle dans cette espèce de visée collaborative? Bien, en fait, la place est énorme. En fait, à mesure qu'on ajoute des capacités aux robots, à mesure qu'on a besoin de cette intelligence-là, puis un exemple concret que je peux vous donner, nous, au laboratoire de commande et de robotique de l'ETS, on travaille sur des technologies de capteurs tactiles. C'est-à-dire que c'est des capteurs qu'on met en bout de doigt qui renvoient beaucoup de signaux, notamment une image tactile de la force appliquée. Donc, c'est vraiment une petite image de 28 pixels qui nous donne l'idée de la force appliquée à quel endroit et comment. On va voir les vibrations qui se passent en bout de doigt. Aussi. Donc, tout ça, ça rentre à différentes fréquences. C'est beaucoup de signaux. Donc, qu'est-ce que ça nous donne vraiment, ces signaux-là? Ben, c'est pas nécessairement clair. Mais ce qu'on a besoin de savoir, c'est par exemple, ce que nous, comme humains, on sait tout de suite lorsqu'on touche un objet. Est-ce que l'objet, j'ai une bonne prise dessus ou je vais l'échapper? Est-ce qu'il est trop lourd? Est-ce qu'il est glissant? Donc, c'est quoi la texture? Donc, on a vraiment besoin d'intelligence artificielle pour transformer ces signaux-là très, très bas niveau pour les amener à de l'information beaucoup plus haut niveau, mais plus simple en même temps, qui est est-ce que j'ai une bonne prise sur l'objet ou j'ai pas. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vraiment là qu'on va avoir besoin de l'intelligence artificielle dans les années à venir. Et quel domaine va être bouleversé par ces nouvelles technologies-là, selon vous? Bien, moi, je crois carrément le domaine de l'emploi, carrément le domaine des PME.
je crois, en fait, d'une part, que ça va éliminer beaucoup de jobs que plus personne veut faire. Donc, ça va faciliter un peu la croissance des entreprises, puisque souvent dans ce type de job-là, on a un taux de rotation très, très grand là, dans la main-d'œuvre. Je parlais, en fait, avec une compagnie au Japon qui s'est automatisée. Le but, en fait, pourquoi ils ont mis des robots pour remplacer les humains dans cette tâche-là, c'est qu'il y avait un taux de rétention de 40 jours. Donc, 40 jours et... donc, ça laisse pas beaucoup de temps pour coter sur un fonds de pension. Donc, je crois que ça, là, d'une part, mais aussi, je pense que ça va retransformer l'économie globale, parce que la robotique repermet de faire du manufacturing dans les pays plus industrialisés, plus riches, comme ici. Donc, on vient de sortir de 2 décennies de fabrication à très, très, très faible coût en Chine, qui a fait en sorte qu'on voit plus beaucoup de Made in Canada, de Made in USA. Et je crois qu'en fait, la robotique va permettre de ramener ça en permettant un coût de production simple. Beaucoup plus compétitif avec les pays émergents. Puis un exemple concret de ça, à New York en ce moment, un des clients de robotique est de Universal Robot, qui est un des leaders dans ce domaine-là. Un des clients s'appelle Lowercase, font des lunettes fantastiques là, de designer. Donc, des lunettes, c'était clairement quelque chose qui était made in China depuis 20 ans. Et là, je vous parle d'une compagnie qui manufacture à Manhattan, où est-ce que c'est très dispendieux. Et peut-être que c'est vrai, ils n'ont pas créé d'emploi vraiment dans la fabrication, puisque c'est des robots et des machines à usiner, mais ils arrivent à créer de l'emploi dans des designers, dans du monde en marketing, dans des domaines, en fait, où est-ce que les gens sont beaucoup plus intéressés par l'emploi. Donc, je pense qu'on va recommencer à voir ça tranquillement, avec les coûts qui montent en Chine, avec la guerre commerciale avec la Chine. Je pense qu'on va commencer à avoir du manufacturing en Amérique et probablement qu'écologiquement aussi, ça va être relativement bien. Est-ce qu'on va voir apparaître un saut un peu comme, tu sais, achat local ou achat robot? Ah, peut-être qu'un jour, on va sentir le besoin de dire que c'était fait par un robot ou pas. Peut-être pas non plus. Peut-être que l'idée, justement, le robot, en fait, va être capable d'effectuer les tâches aussi bien que l'humain. Donc, on n'aura pas besoin d'avoir une distinction entre les deux. OK. Je pose une question qui relève plus de la courtoisie et de la philosophie. Le robot vient me porter un repas chaud dans ma chambre d'hôtel. Est-ce que je le type? Définitivement pas. OK. C'est sûr que Terminator nous a fait peur, mais la réalité, c'est qu'ils sont vraiment là, nos esclaves. Complètement, là. Donc, ça veut donc dire aussi que le robot qui me donne une boisson gazeuse dans une restauration rapide, je dis pas merci. Bien, je sais pas à quel point... Au niveau du robot, il n'en sera pas froissé. Maintenant, peut-être que quand on va commencer à avoir beaucoup de robots un peu partout, on va vouloir garder cette humanité-là qu'on avait, surtout si ces robots-là ont un aspect plus humain. Ouais. Donc, il y a un concept intéressant, en fait, en robotique qui s'appelle la vallée de l'étrange, qui est plus que le robot ressemble à l'humain, plus que l'humain il est familier avec, il va avoir tendance à se comporter comme un humain puis qu'il aime ça. Jusqu'à un point où est-ce que le robot, s'il est trop proche de l'humain, mais pas tout à fait, bien en fait, on commence à ressentir un sentiment de répulsion et on n'aime pas ça. Donc, on a probablement tous vu un peu des vidéos sur YouTube de robots un peu creepy. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, puis l'autre côté de la vallée de l'étrange, bien c'est un robot parfaitement humain qu'on n'est pas capable de distinguer. Là. Donc, c'est le scénario de Arnold Schwarzenegger dans Terminator. Là. Bon, ben, notre quart d'heure est terminé et je vais vous remercier chaleureusement pour votre accueil. C'était vraiment super intéressant. Ça va être un dossier, évidemment, qui va être à suivre et... pas juste à suivre, ça va être préoccupant dans les prochains mois et les prochaines années. Hein. Effectivement, je suis convaincu qu'on va en reparler. C'est vraiment le début d'une vague qui va durer des décennies. J'en suis convaincu. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir. C'était Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. D'autres épisodes disponibles sur la balado de Quart d'heure techno.